Ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Philippe Soulier, je suis chairman de Valtus et je suis passionné de nouvelles technologies. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Élise Dufour, qui est avocate en droit des nouvelles technologies chez Stephenson et Harwood. Et donc, je voudrais commencer par une phrase de Yann LeCun, qui est, comme vous savez, le papa de Siri, quand même. Et donc, il dit: l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer les humains, mais pour augmenter leur potentiel. Voilà. Donc, il nous rassure. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire consacré à un sujet aussi passionnant que stratégique: réinventer les RH, l'humain, l'IA, un duo d'avenir pour transformer votre entreprise. J'ai ouvert cette session avec cette citation de Yann LeCun, qui est un pionnier et qui nous rappelle que l'enjeu n'est pas de remplacer l'humain, mais bien de le renforcer grâce à l'IA. Donc, Élise va nous éclairer. Le fil de conducteur de notre rencontre: introduction sur les risques et avantages de l'IA dans un contexte RH. Des points d'attention réglementaires, parce qu'effectivement, nous sommes en Europe et nous avons le bénéfice d'avoir le RGPD. Une étude de cas concrète que pourra nous illustrer Élise, et puis les stratégies de gestion des risques en fin de séminaire, de webinaire qui va durer 45 minutes. On aura 15 minutes pour recevoir et essayer de répondre à toutes vos questions. Élise, je te laisse la parole. Merci beaucoup Philippe, bonjour à tous. Donc pour débuter cette session, on va revenir sur une tentative de définition de la notion d'intelligence artificielle. Cette notion d'intelligence artificielle, elle est assez ancienne, elle a été introduite déjà par Alan Turing dans son ouvrage Computing Machinery and Intelligence, où avec le fameux test de Turing, l'objectif de Monsieur Turing était de déterminer si un système était un système d'IA ou non lorsqu'on interagissait avec lui. Puis dans les années 56, en 1956, John McCarthy a utilisé pour la première fois ce terme d'intelligence artificielle qui regroupe un certain nombre de concepts et de principes, sachant que c'est une science qui permet de réaliser des interactions avec une machine dotée d'une capacité de résoudre des problèmes, d'effectuer des tâches ou d'apprendre de l'expérience. C'est une définition généralement utilisée pour définir cette notion. La CNIL elle-même considérant qu'une IA, c'est des algorithmes capables d'effectuer des tâches que l'on considère comme relevant de l'intelligence humaine, comme le raisonnement, l'apprentissage ou la planification. Mais la notion d'intelligence artificielle en tant que telle n'est pas définie. Elle est définie dans le RIA sous la notion de système d'intelligence artificielle à l'article 3. Et cette définition de système d'intelligence artificielle au sens du RIA regroupe les mêmes principes, c'est-à-dire une capacité d'autonomie, de prise de décision et d'inférence dans la réalisation de certaines actions. Les intelligences artificielles, elles sont assez multiples. On distingue habituellement deux grands types d'intelligence artificielle, à savoir les IA faibles. C'est les IA qu'on connaît dans les années 50. Ce sont celles qui vont réaliser des tâches uniques comme Deep Blue, DeepMind, dans le cadre du jeu de Go ou du jeu d'échecs. Et ces IA ont connu une certaine importance dans les années 90. Puis on est entré dans le machine learning et le deep learning. C'est l'ère dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec des capacités de traitement plus importantes grâce aux GPU qui ont des puissances de calcul plus fortes et permettent d'avoir des résultats plus intéressants avec ces systèmes de neurones qui sont développés actuellement. Et puis les IA fortes, c'est l'IA de demain, c'est celle qui est capable de réaliser plusieurs tâches de façon indépendante, mais c'est un système qui est encore en développement et qui n'est pas encore une réalité. Ces concepts étant rappelés très brièvement, dans le domaine du RH, les IA sont d'ores et déjà présentes et sont
utilisés par un certain nombre de sociétés. Le quadrant de Gartner distingue différents types de solutions qui sont, on va dire, les plus performantes du marché, à commencer par une solution Smart Recruiters. C'est une des solutions, c'est une plateforme de SaaS pardon, qui permet de gérer du recrutement en intégrant de l'IA pour faire matcher des profils avec des présélections réalisées au regard des CV qui sont analysés. Mais il n'y a pas que cette solution qui existe, il y a aussi la solution Avature, par exemple, qui, elle, permet de rechercher des talents internes et externes avec du matching par le biais d'une intelligence artificielle. On pourrait citer également Mega RH ou Manatral, qui permet également de supprimer 78% des tâches administratives et de gérer de bout en bout la sélection des profils. Ça, c'est pour le domaine du recrutement. Et dans la gestion des talents, pareil, Gartner propose un certain nombre de solutions, au nom desquelles figure Workday, par exemple, qui est une des solutions intéressantes en termes de gestion des talents pour pouvoir prédire les hauts potentiels ou par des signaux faibles les salariés qui sont en situation de difficulté ou sur le point de quitter, pourquoi pas, la société, avec des simulations de scénarios pour des profils à valeur ajoutée ou avec une cartographie par IA des forces et des risques organisationnels au sein de l'entreprise. On peut citer également Oracle avec Talent Management, qui a un module Oracle Fusion Cloud qui permet le recrutement, le développement des talents, la gestion des performances, également de l'apprentissage par des modules de learning adaptés aux différents salariés, ou encore une solution comme UKG Pro Talent, qui permet d'identifier les talents internes, de cartographier des compétences et également de faire des recommandations personnalisées pour les salariés. C'est un panorama, évidemment, il y a beaucoup d'autres solutions dans le domaine du RH, ce ne sont que quelques solutions identifiées. Mais ces solutions qui sont une réalité, qui sont utilisées d'ores et déjà dans un certain nombre de sociétés, quels enjeux ces solutions peuvent présenter dans le domaine du droit, notamment au regard du RIA, du règlement. Juste RIA, ça veut dire Le règlement sur l'intelligence artificielle, voilà, qui a été adopté récemment et qui est en phase d'entrée en vigueur et qui va constituer un des socles juridiques qu'il faut prendre en compte pour déployer des solutions dans le domaine du RH qui intègrent de l'intelligence artificielle. Donc, ce que je vous propose de faire pour juste bien caler les esprits, c'est de rappeler ou de faire un petit aperçu en tout cas de ce qu'est ce règlement européen sur l'intelligence artificielle, de quoi exactement il en répond. Alors, la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que le RIA, ou le règlement sur l'intelligence artificielle, est la première législation horizontale qui a été adoptée au niveau mondial. C'est une réglementation qui n'a pas pour ambition première de garantir les droits fondamentaux des personnes, c'est une réglementation applicable au système d'IA, c'est-à-dire c'est une réglementation qui va s'appliquer à des produits et des services technologiques. C'est une régulation produit, inspirée du droit de la sécurité des biens. Donc l'enjeu de ce règlement, c'est d'identifier les systèmes qui présentent le plus de risques au niveau des droits et des libertés des personnes, évidemment, mais également au niveau de la sécurité pour les personnes. Donc il s'applique à partir du moment où un système d'IA est mis sur le marché
et intégré, soit importé ou commercialisé ou fait l'objet d'un déploiement par les utilisateurs. Le règlement sur l'intelligence artificielle va classer différents types de systèmes en fonction de son niveau de risque. La première chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a des systèmes d'IA qui sont interdits. Et on va les voir, on va les détailler, et on va voir lesquels peuvent être utilisés, ou en tout cas lesquels on peut retrouver au niveau du RH. À côté des systèmes d'IA interdits, on a des IA à haut risque. Là aussi, on va voir ce que ça veut dire, et on va voir que dans le domaine du RH, il y a toute une partie de système qui va s'appliquer au système RH. Et puis, il y a des IA qui ne sont pas interdites, qui sont des IA qu'on appelle transparentes, qui sont des IA à usage général, qu'on va retrouver en interne pour générer du contenu. C'est ces fameux LLM, ces Large Language Models qui sont utilisés pour faire de la curation de données, du résumé, de la génération de contenu de quelque nature qu'il soit. On va voir qu'il y a quelques précautions également à prendre. Et puis les autres IA qui ne font pas l'objet d'une réglementation et qui sont libres, on va dire, d'utilisation. Donc c'est un cadre préventif qui est proposé par l'Union européenne, qui renvoie de façon implicite ou explicite à d'autres règlements comme le RGPD. Pourquoi? Parce que un système d'IA, qu'est-ce que c'est finalement concrètement? Ce sont des algorithmes et des données brutes ou des données personnelles. Donc à partir du moment où on a un traitement de données personnelles, il y a d'autres réglementations qui viennent s'immiscer, en tout cas dans l'analyse, dont notamment le RGPD. Le RIA va concerner l'ensemble de ces acteurs qu'on appelle des opérateurs, à commencer par le fournisseur. C'est sur le fournisseur que va reposer la plupart des obligations, notamment en termes de certification. Pour les certifications, pour les systèmes d'IA à haut risque. Et les fournisseurs, ce sont les acteurs donc centraux, sont ceux qui développent un système d'IA ou le fait de développer, puis le met sur le marché ou le met en service sous son propre nom ou sous sa marque. À côté des fournisseurs, on a les fabricants de produits, c'est-à-dire les constructeurs de produits matériels qui vont intégrer dans leurs produits un système d'IA, comme un composant, par exemple. On le retrouvera notamment dans le domaine de la sécurité. Et puis à côté, on a les importateurs, c'est-à-dire ceux qui vont importer dans l'Union européenne des systèmes qui ont été développés hors Union européenne. Les distributeurs, ceux qui vont les vendre, et enfin les déployeurs. Les déployeurs, c'est tous les utilisateurs, personnes morales, qui vont intégrer dans leur entreprise des systèmes d'IA pour les utiliser. Et les déployeurs ont également des obligations au regard du RIA. Et ça, c'est un point qu'il est important de garder en tête. Donc les RH sont des déployeurs. Exactement, les RH sont des déployeurs, tout à fait. Et dans le domaine du RH, par exemple, du matching de CV, du scoring de performance, eh bien, l'utilisateur de système d'IA sera un déployeur et donc soumis au RIA. Alors, ils ont un rôle central car ils doivent mettre en place ces systèmes pour les faire interagir avec les personnes concernées, parce qu'ils doivent s'assurer que les systèmes utilisés sont bien intégrés dans les obligations réglementaires de sécurité et d'information prévues par le RIA, et parce qu'en cas de manquement, ils peuvent être tenus de réparer des manquements et aussi sanctionnés par des amendes qui sont à venir. Il s'assure de la conformité, en fait. Exactement. Il a un rôle de responsabilité de la conformité des produits qu'il développe dans l'entreprise. Tout à fait. Qu'il déploie dans l'entreprise. C'est tout à fait ça.
Alors, en termes de timing, le règlement sur l'intelligence artificielle est entré en vigueur le 1er août 2024. Donc, c'est un texte applicable, mais qui va avoir une application séquencée en fonction des différents systèmes d'IA. À date, on est entre les obligations qui sont d'ores et déjà en vigueur d'interdiction de déployer des systèmes d'IA interdits. Donc ça, c'est en vigueur depuis le 2 février 2025. Et également l'obligation de formation des employés utilisant ou maintenant des systèmes d'IA. Ça, c'est important, je pense, pour le RH de le rappeler. C'est que cette obligation est d'ores et déjà en vigueur. À horizon dans quelques mois maintenant, dans 3 mois, les systèmes d'IA à usage général, ce qu'on appelle les modèles d'IA à usage général, seront également soumis au RIA et devront être cadrés d'un point de vue juridique. Donc tout ce qui est utilisation de LLM en interne. Dans 1 an et quelques mois, ce sont les systèmes d'IA à haut risque annexe 3. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, et notamment l'emploi va être concerné. Donc en clair, les RH ont 1 an et demi pour faire le choix d'une solution qui est conforme et la déployer en interne. Puis, à horizon 2 ans, les systèmes d'IA à haut risque de l'annexe 1, je pense qu'ils concernent moins notre sujet, c'est-à-dire ceux qui vont s'appliquer à des produits, tout ce qui est réglementé en fait par une réglementation européenne qui intègre un système d'IA, sera soumis également au RIA, que ce soit par exemple les jouets, les dispositifs médicaux, la sécurité aérienne, les véhicules agricoles, etc. Donc ce séquençage est en cours, mais on est vraiment au milieu du gué, puisque les systèmes, je pense, qui vont être le plus utilisés en interne par les RH, à savoir les IA à usage général et les systèmes d'IA à haut risque, annexe 3, sont sur le point d'entrer en vigueur et de faire partie de nos obligations légales. Dernier point de cadrage, j'ai envie de dire, sur le RIA, les sanctions, elles sont assez élevées, elles sont assez lourdes. Pour les systèmes d'IA interdits, les sanctions sont de l'ordre de 7% du chiffre d'affaires mondial ou 35 millions d'euros. Pour l'intégration des systèmes d'IA à haut risque qui ne seraient pas conformes, c'est 3% quand même du chiffre d'affaires mondial et 15 millions d'euros. Et pour la fourniture d'informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses pour les autres systèmes, les systèmes d'IA à usage général, on est sur une sanction de l'ordre de 1% ou 7 millions d'euros. Alors, on vient de passer en revue les principales solutions d'IA appliquées à la gestion du recrutement des talents, avons vu les aspects généraux du règlement de l'IA. Ces outils qui sont de plus en plus sophistiqués permettent d'optimiser l'expérience collaborateur, d'améliorer la mobilité interne, de mieux identifier les potentiels au niveau des organisations, que ces potentiels soient d'ailleurs internes ou externes, pour certains IA qui sont les meilleurs. Mais l'adoption de toutes ces mesures n'est pas sans soulever un certain nombre de risques juridiques, éthiques, opérationnels qu'il est essentiel d'anticiper. Élise, est-ce que tu peux nous faire un focus sur les points de vigilance lorsqu'une entité utilise des systèmes d'intelligence artificielle pour recruter et gérer des talents? Avec plaisir. Comme on l'a dit tout à l'heure, le RIA organise différents types de systèmes en fonction de leur niveau de risque. À commencer déjà par les systèmes d'IA interdits. On l'a dit, les systèmes d'IA interdits sont d'ores et déjà une réalité dans notre réalité juridique. Donc ces systèmes s'ils sont interdits, ils ne peuvent pas être choisis par une entreprise ni par une direction de ressources humaines. Alors, les systèmes d'IA interdits, ils le sont car ils sont considérés comme portant une atteinte inacceptable aux droits fondamentaux. Il y a un certain nombre de cas qui sont visés, à commencer par les systèmes d'IA qui ont vocation à faire de la manipulation cognitive ou comportementale, des personnes vulnérables. Ce ne sont pas
toutes les personnes qui peuvent faire l'objet d'une manipulation cognitive ou comportementale qui est interdite. Ce sont les personnes considérées comme vulnérables, par exemple des enfants, par exemple. Mais n'oublions pas que, au regard du RGPD, qui est un autre règlement qu'on connaît bien, les salariés sont considérés comme des personnes vulnérables. Donc, attention. De la même manière, déployer des techniques subliminales, manipulatrices ou trompeuses pour fausser le comportement ou la prise de décision d'une manière qui causerait un préjudice à une personne ou à un groupe de personnes est également interdit. C'est l'altération de la conscience. Là aussi, ce n'est pas une interdiction absolue, c'est sous réserve que cette manipulation cause un préjudice à une personne concernée. Autre cas, c'est l'exploitation des vulnérabilités. L'exploitation des vulnérabilités des personnes en raison de leur âge, leur handicap ou leur situation sociale économique, en faussant matériellement le comportement susceptible de causer et le comportement qui serait susceptible de causer un préjudice important, est un système d'IA qui est considéré comme interdit. La notation sociale, on y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. À la chinoise, oui. À la chinoise, voilà, c'est ça. C'est interdit, mais sous certaines réserves. Ce n'est pas une interdiction absolue. La reconnaissance biométrique à distance et en temps réel dans les espaces publics à des fins de maintien de l'ordre, sauf exception encadrée, est également interdit. Et l'utilisation de prédictifs de l'IA par la police, mais basée uniquement sur des profils comportementaux, est interdit. Mais s'il y a une enquête qui est en cours, par exemple, ce n'est pas interdit. Et ça, c'est intéressant aussi à savoir. L'évaluation l'évaluation d'un risque de commettre une infraction pénale uniquement basée sur un profilage serait interdit, mais si une enquête est en cours, ça ne serait pas interdit. À côté de ces systèmes interdits, et on y reviendra plus en détail pour les RH, on a les systèmes d'IA qui sont considérés à haut risque. Ce sont ceux de l'annexe 3. L'annexe 3 distingue deux volets. Il y a il y a deux annexes, l'annexe 1 et l'annexe 3. Sous l'annexe 3, on a un certain nombre de cas d'usage qui sont concernés, à commencer par les systèmes de biométrie. Tous les systèmes de biométrie vont être considérés comme étant des systèmes d'IA à haut risque. Celles qui vont gérer les infrastructures critiques, les services et prestations essentielles dans le domaine du privé et du public, celles qui ont vocation à gérer la migration, l'asile ou le contrôle des frontières, ou l'administration de la justice et des processus démocratiques. Ça, ce sont les grands systèmes d'IA à haut risque qui sont considérés sous l'annexe 3. Il y a ceux qui sont spécifiques au domaine du RH, qui font l'objet d'un petit 4, qu'on verra en détail tout à l'heure. C'est tous ceux qui vont gérer la partie recrutement, promotion et gestion du personnel. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a aussi l'annexe 1 qui vise un certain nombre de produits, mais je pense que c'est hors périmètre de notre intervention. Puis, à côté de ça, on a les systèmes d'IA de l'article 50 et suivant, qui sont à risque limité. Ce sont les IA transparentes. Ce sont tous les bots qui, eux, ne sont pas interdits, ne sont pas à haut risque, mais nécessitent des mentions d'information spécifiques. Ce sont ces fameux modèles d'IA à usage général, avec une petite particularité, ceux qui ont des capacités systémiques vont faire l'objet d'obligations supplémentaires. Systémiques, c'est ceux qui ont une capacité de calcul extrêmement importante. Si on revient maintenant pour notre cas d'usage, dans le domaine du RH, pour voir quels sont les systèmes d'IA qui sont interdits et qui pourraient être choisis par une direction RH. Eh bien, le premier système d'IA qui est interdit, ça va être le système d'IA qui déduit les émotions sur le lieu de travail ou dans un établissement d'enseignement. Donc, il est interdit de mettre sur le marché ou de mettre en service ou d'utiliser un système d'IA destiné à déduire les émotions d'une personne physique dans le cadre de l'application du droit du travail ou de l'éducation, sauf si cela est strictement nécessaire à des fins médicales ou de sécurité.
Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le domaine professionnel est visé, Mmh. directement. Mmh. Donc c'est dans les bureaux, les usines, en télétravail également, mais bon, également dans l'enseignement. Les technos interdites sont celles qui vont analyser, les émotions, telles que, les, je sais pas, Le ton de la voix, le ton ce qu'on appelle le paraverbal. exactement, tout à fait, tous ces systèmes-là. C'est interdit sauf si c'est à des fins médicales ou de sécurité. Donc par exemple, voir un manque d'intérêt, par exemple, pour un candidat, ce serait un système d'IA interdit. Les logiciels de vidéoconférence aussi, en réunion, peuvent faire l'objet de cette analyse du type d'émotion et ça serait considéré comme interdit. Hem, à côté des systèmes d'IA interdits dans la déduction des émotions, les systèmes de notation sociale qui conduiraient à un traitement préjudiciable, défavorable, sans rapport avec le contexte, ou injustifié ou disproportionné par rapport à la gravité, seraient considérés comme un système d'IA interdit. Donc c'est le texte prévoit qu'il est interdit d'utiliser un système d'IA par une autorité publique ou une entité privée pour établir une notation sociale conduisant à un traitement préjudiciable ou défavorable, sans rapport avec le contexte dans lequel les données ont été générées, ou injustifié ou disproportionné par rapport à la gravité du comportement. Donc dans le domaine des RH, ce qui est intéressant de voir, c'est que, initialement, seules les entités publiques étaient concernées. Désormais, les entités privées, sont également, couvertes par le règlement IA. Et ça vise donc, toutes les notes de comportement qui pourraient, être, traitées hors, un contexte particulier ou qui pourraient avoir un préjudice, important pour la personne concernée qui ne serait pas, justifié. Donc on voit que c'est sensible. Là, dans le domaine du RH, il y Mmh. a un outil qui est possible, mais qui n'est pas facile à manier, hein. Frontière, Un peu tenu, hein, ouais. pas évident, hein. Mais attention, ce sont des systèmes interdits et ces systèmes d'IA interdits sont d'ores et déjà, en vigueur aujourd'hui. Alors, il y a des systèmes à haut risque. Il nous reste, un tout petit peu plus de 15 minutes. OK, Voilà, on avance. pour tenir le timing. Le timing. Alors sur les systèmes d'IA à haut risque, là on va rentrer dans la partie, emploi et éducation. Ce sont, des systèmes alors ce sont les systèmes qui visent l'emploi, la gestion des travailleurs, l'accès à l'emploi, dans le domaine du recrutement, la sélection des personnes, également, le filtrage des candidatures ou, les systèmes qui sont destinés à être utilisés pour prendre des décisions concernant les conditions de relations de travail, la promotion ou la résiliation pardon, des relations contractuelles liées au travail ou pour attribuer des tâches sur la base de comportements individuels, ou des traits, de personnes physiques. Donc on voit que dans le domaine de l'emploi, il va y avoir, pas mal de systèmes d'IA qui vont rentrer dans cette, partie-là, heu, donc c'est pas des systèmes qui sont interdits, hein. Mmh. Donc les déployeurs peuvent les utiliser sous réserve de, respecter un certain nombre d'obligations. Pourquoi ils sont à haut risque? Alors, ils sont à haut risque parce que, comme il y a une décision automatisée qui peut être prise par un système d'IA qui peut, être impactante, pour, l'employé, pour le salarié, il faut mettre en place des garde-fous D'accord. pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de biais, ni, de risque de décision qui serait, non justifiée, par exemple. Et il y a une obligation également de transparence. C'est ces obligations générales, que, les déployeurs doivent, mettre en œuvre. Étant rappelé que depuis, on l'a dit tout à l'heure, depuis le 2 février 2025, la première obligation des déployeurs, c'est celle de mettre en place de la formation pour assurer, un niveau suffisant de connaissances en matière d'IA au personnel et aux personnes chargées du fonctionnement et d'utilisation des systèmes d'IA. Donc cette obligation de formation, elle est essentielle. Elle va, comment elle va se traduire, concrètement? Elle va se traduire par des lignes directrices, par une formation continue et régulière, par de la sensibilisation aux risques légaux, de la veille juridique, du suivi, de mise à jour des listes de systèmes d'IA à haut risque, car cette liste est évolutive, elle n'est Mmh. pas,
elle n'est pas gravée dans le marbre, et une adaptation des politiques internes et des fonctions des exigences réglementaires. À côté de ces obligations générales de formation, on a toutes les obligations de l'article 26 qui doivent être également respectées par les déployeurs, donc par les directions RH, à partir du moment où elles font le choix d'un système d'IA qui serait considéré comme à haut risque. La première chose qu'il va falloir vérifier, c'est est-ce que ce système d'IA a bien fait l'objet d'un marquage CE par le fournisseur. C'est la première chose. La deuxième chose, on va vérifier ou s'assurer qu'il y a une supervision humaine qui est appropriée, avec par le biais de la formation qui aura été déployée, une possibilité d'intervenir pour stopper l'utilisation du système en question si besoin. On va également s'assurer que les instructions du fournisseur qui ont été communiquées par le fournisseur du système d'IA sont bien respectées. Et puis surtout, il y a une obligation d'information qui doit être fournie aux personnes concernées pour leur indiquer quels sont les systèmes qui sont mis en œuvre et leur permettre de comprendre de façon claire et accessible qu'est-ce qui est en jeu. Bien sûr. Évidemment, on va avoir également un enjeu de traitement de données personnelles et de RGPD, et puis une obligation d'audit, de contrôle de traçabilité, avec une obligation de conservation des logs. Donc ça, c'est l'ensemble des obligations des déployeurs qui font le choix d'un système d'IA à haut risque. À côté de ça, on l'a vu également, les systèmes d'IA à usage général, les modèles d'IA qu'on utilise comme ChatGPT, comme Perplexity, Et les chatbots, donc. et tous les chatbots, Tous les chatbots, voilà. eux ne sont pas considérés comme haut risque, mais doivent faire l'objet d'une information renforcée, avec une obligation de transparence. Donc ça doit, lorsqu'un système de ce type-là est utilisé, il faut l'identifier, il faut le mettre en exergue, et il faut également, s'il y a une décision qui est prise grâce à ce système d'IA, permettre à la personne de pouvoir déjà consentir, il faut qu'elle y consente, parce que c'est un consentement RGPD article 22, et il faut qu'elle puisse également demander à ce qu'une décision, si elle devait être prise, soit revue par un humain. On a vu de façon très très rapide les grandes obligations. Hein. C'est un panorama très. Oui, on a un temps limité. Donc on va aller vers effectivement tes clients qui te donnent matière à exercer ton métier, et donc aller vers effectivement l'utilisation d'un outil avec un système d'intelligence artificielle. Comment ça se passe? Bien, prenons le cas d'une société, Talentia, qui fait le choix de l'utilisation d'un nouvel outil d'IA qui est destiné à aider les chefs d'entreprise dans leur processus de recrutement et d'embauche, et à résoudre également les problèmes liés à la rotation élevée du personnel, et d'identifier les personnes qui seront loyales et resteront dans l'entreprise plus longtemps que la moyenne du secteur. Donc, on va partir du principe que je fais partie de l'équipe juridique et de conformité, et que je suis chargée d'implémenter cet outil en France dans le respect des règles. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, la première chose donc là, déjà, qu'est-ce qu'on a comme système d'IA? On a un système d'IA qui pourrait être considéré potentiellement comme interdit. Donc, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de risque de manipulation ou d'analyse des comportements qui seraient illicites. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est si je ne suis pas sur un système d'IA interdit. Le deuxième volet, c'est si je suis sur un système qui est permis, je vais le qualifier. Et je vais considérer probablement, au regard et de la fonctionnalité de recrutement et de celle de gestion des talents, que je tombe dans l'annexe 3 du RIA, et donc je suis sur un système d'IA qui est considéré comme à haut risque. Donc, comme j'ai un risque psychosocial au sein de l'entreprise, la première des démarches que je vais devoir mettre en œuvre, c'est déjà consulter mes instances représentatives du personnel, évidemment, pour les informer et les consulter sur la mise en œuvre de cet outil. C'est la première chose, en veillant à attendre le résultat avant de déployer cet outil en interne.
Puis je vais m'assurer que l'outil présente un certain nombre de garanties. Les garanties prévues par les systèmes d'IA à haut risque, à commencer par l'absence de biais algorithmique. Donc ça, c'est un élément que je vais contrôler dans le contrat du fournisseur pour vérifier que les données ont bien fait l'objet d'une sélection sans qu'il y ait de risque de biais. Je vais également, si je pars du principe que j'utilise un outil à des fins de recrutement, si c'est un outil, un système d'IA à usage général qui est utilisé avec de la prise de décision, je vais devoir gérer le consentement du candidat, puisque j'ai une prise de décision automatisée qui pourrait être prise, et ce sur la base de l'article 22. Donc j'ai une obligation de transparence et de gestion du consentement. Je vais également avoir une obligation de transparence et d'explicabilité vis-à-vis du candidat ou du salarié lorsque j'utiliserai en interne pour pouvoir expliquer les éventuelles décisions qui sont prises et permettre également à la personne concernée de demander est-ce qu'il y a une revue de cette décision et de contester cette décision et de la faire revoir par un humain. Et puis, tout au long de l'utilisation du processus, je vais devoir m'assurer et veiller à ce qu'il y ait une gestion de la qualité des données et des résultats qui sont fournis. Donc, j'ai également un processus d'audit, de revue des décisions, d'évaluation des décisions qui doit être faite. Et ce processus va être effectué un petit peu comme dans le domaine médical, lorsqu'on fait de la recherche, en double aveugle, c'est-à-dire de prendre un même cas concret et de voir quelle décision serait prise d'un côté par un humain sans l'utilisation d'un système d'IA et quelle décision est suggérée ou proposée par le système d'IA en question. Et puis, évidemment, je vais m'assurer de la sécurité des données et m'assurer que les données qui sont traitées ne sont pas, par exemple, réutilisées par le fournisseur. Donc là aussi, j'ai une gestion contractuelle à vérifier avec mon fournisseur de système d'IA pour garantir la sécurité des données, voir où elles sont conservées, où est-ce qu'elles sont hébergées, pour combien de temps, et au bout de combien de temps elles sont supprimées. Qu'il ne puisse pas réutiliser les données de Exactement. l'entreprise à des fins d'amélioration de son propre système. Voilà, en tout cas, qu'ils ne le fassent pas sans que j'y consente, sans que moi-même, j'en informe mes candidats ou mes salariés. Et c'est important parce que si plusieurs systèmes d'IA sont croisés, même si les données sont pseudonymisées, il y a toujours un risque de réidentification, ce qui peut être préjudiciable pour la personne qui, si elle faisait la même démarche avec un autre employeur ou avec un autre recruteur, se retrouverait scorée et donc potentiellement exclue avec une notation ou un système qui serait un peu biaisé, quoi. Bon. Donc c'est ces enjeux-là qui sont importants à prévoir. Donc lorsque je suis sur un système d'IA RH, je vais nécessairement avoir un traitement de données personnelles qui va être adressé. Donc j'ai 2 réglementations à bien prendre en compte. La réglementation produit dans le choix du système d'IA pour déterminer ce qui n'est pas interdit, lorsqu'il est à haut risque, de mettre en place tout le cadre légal et de conformité pour m'assurer de la transparence, de l'explicabilité, de l'absence de biais sur la solution et de l'information des personnes et de la maîtrise de l'outil et de la formation pour la maîtrise de l'outil. Et en parallèle, lorsque je traite de la donnée personnelle, je vais avoir également tout un volet, la RGPD article 22, à mettre en place, à commencer par, en rappelant pour mémoire qu'un traitement automatisé uniquement basé sur une IA par le RGPD est interdit par principe, sauf consentement. Donc il faut ce consentement qui est un consentement particulier avec une obligation de transparence et un droit de demander à ce que la décision soit revue par un humain. Donc c'est ce qu'on voit, je crois, juste après. Voilà, sur les stratégies de gestion des risques, RH et intelligence artificielle. Exactement. Je crois qu'on montre effectivement l'étape 5 sur la gestion du consentement. On va revenir peut-être à la première étape. C'est ça. Si on devait synthétiser résumer, voilà. vraiment de façon très opérationnelle, tellement opérationnel que c'est renversant. Voilà.
les cas d'usage dans le cadre de l'utilisation d'un système d'IH dans le domaine du RH, la première étape à avoir avec votre direction juridique, c'est le contrat. Et ça, j'insiste parce que souvent, on se retrouve après la bataille, le choix de la solution est déjà fait, le Mmh. contrat est signé et il est signé avec comme ce sont les contrats des fournisseurs, avec assez peu de garanties Mmh. vis-à-vis des déployeurs. La deuxième étape essentielle, c'est l'info-consultation des instances représentatives du personnel. C'est une obligation. Attention, c'est dans le code du travail, toutes les technologies nouvelles qui sont introduites dans l'entreprise sont soumises à l'info-consulte des IRP. Puis, il y a une gouvernance à mettre en place avec déjà un contrôle humain assuré sur les données qui pourraient être utilisées à des fins d'entraînement pour Mmh. entraîner la solution. Et donc, mettre tout un système de conformité et de gouvernance de la data. Revoir les traitements qui sont de données personnelles et faire une analyse d'impact si on est sur du traitement de données perso, mais à mon sens, comme on est dans le domaine du RH, il y en aura nécessairement. Gérer le consentement des personnes Mmh. concernées par de la transparence et de l'information. Donc, il faut une case à cocher, il faut et donner la possibilité à la personne la décision qui serait prise Mmh. soit revue par un humain, une formation des équipes de bout en bout, en permanence, et assurer un audit et une conformité de la solution en permanence. Voilà en tout cas les bonnes pratiques en 7 étapes qui seraient recommandées de mettre en œuvre dans le cas du choix d'une solution, que ce soit à des fins de recrutement ou à des fins de gestion du personnel. Alors, on a 3 minutes avant tout un tas de questions qui sont déjà arrivées. Et je voulais peut-être te redonner la parole sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur un de tes clients dans un groupe hôtelier qui est en train de déployer, et peut-être tu nous donnes quelques aspects sur le consentement et le fait de réutiliser les données. Dans le cadre de ce groupe, une solution a été choisie pour 2 choses, en fait. Un, pour recruter, des profils, et utiliser une plateforme qui a, intégré et déjà, traité un certain nombre de profils employeurs et de profils, candidats, pour, par le biais d'un système d'IA, faire un scoring et un matching des profils. Et dans ce cadre-là, la plateforme est responsable de traitement. Donc, l'employeur va utiliser cette solution pour faire un choix de candidat qui va lui être proposé. Mais cette solution est également, elle peut être aussi intégrée par l'employeur et proposée au candidat sans qu'il passe par la plateforme. Et là, le responsable de traitement, ce n'est plus la plateforme, c'est l'employeur qui va devoir mettre en place tout un cadre de conformité et également s'assurer que les données qui vont être utilisées pour recruter les candidats qu'il a choisis, qu'en fait, qu'il va soumettre à ce processus de recrutement par des tests de personnalité pour voir quel est le meilleur poste, en tout cas disponible pour ce type de profil, eh bien, c'est bien l'employeur qui en est le responsable de traitement. Il doit s'assurer que les données de ces candidats ne vont pas être réinjectées dans la machine, Mmh. le candidat pouvant postuler auprès d'un autre groupe hôtelier et serait scoré certainement avec d'ores et déjà un certain nombre d'informations. Et puis cette solution permet aussi de faire du talent management en interne et de faire Mmh. évoluer des profils et identifier les équipes, voir comment elles fonctionnent, quels sont les, les points de difficulté ou les évolutions possibles, et puis éventuellement replacer quelqu'un à un autre poste qui lui Mmh. conviendrait mieux. Bien sûr. Et là aussi, c'est du traitement interne. Et selon l'analyse juridique qu'on a effectuée, là aussi, l'employeur, le groupe hôtelier en question est le responsable de traitement et il a un certain nombre de précautions à prendre en termes de traitement. À l'époque où on a fait cette analyse, le RIA n'était pas encore en vigueur sur les systèmes d'IA interdits. Je ne pense pas que ce soit un système d'IA interdit. On n'est pas encore sur les systèmes d'IA au risque, mais lorsque ça sera en vigueur, donc à horizon 1 an et demi, il faudra se poser un certain nombre de questions. Bon, bah, merci beaucoup pour cet éclairage.
Je voudrais Avec rajouter plaisir. qu'avant d'arriver à toutes les questions qui sont arrivées, il y en a un certain nombre de très précises et je vais essayer de les couvrir au mieux. Je rappelle qu'on s'est connus au CES de Las Vegas en Oui, janvier, à c'est vrai. 6 heures du matin, devant le C'est club de gym. Et c'est puis voilà comment de belles rencontres se font. vrai. Voilà. Donc, on a une question de Sylvie qui va se reconnaître parce qu'il y a un Y dans son prénom. Donc, je fais du recrutement au niveau mondial, Europe et hors Europe. Quid du règlement d'intelligence artificielle hors France? Alors, le RIA a vocation à s'appliquer à partir du moment où la solution en question va être utilisée sur le territoire français ou européen. Donc, en clair, même si un fournisseur de système d'IA déploie ou développe un système hors Union européenne, à partir du moment où il va être utilisé sur le territoire européen, le RIA va être applicable. En revanche, si le système en question choisi a vocation à gérer des talents ou des candidats hors Union européenne, le RIA ne va pas s'appliquer. Alors Sylvie, de nouveau, qui nous dit, voilà, est-ce qu'on a une obligation de désigner en interne un ou une responsable pour le RIA, tout comme pour le RGPD? Ce n'est pas une obligation. L'obligation qui est prévue, c'est une obligation de formation. Donc, il n'y a pas d'obligation de désigner un DPO, un délégué à la protection des données ou un Data Protection Officer, comme c'est prévu par le RGPD. Alors, on continue toujours avec Sylvie, puis après j'ai Benjamin qui va arriver. Elle était très prolixe en questions. Donc, elle nous dit sur les IA à haut risque, exemple les systèmes de tri, analyse, réponse des candidatures qui sont très généralisés, quelles en sont les limites, contrôlées par qui? Alors, sur les systèmes d'IA à haut risque, les limites vont être celles de la qualité des données qui sont. Il y a deux choses en fait. Il y a la qualité des données qui ont été utilisées à des fins d'entraînement et la vérification des réponses. Donc, ça, c'est dans le choix du système d'IA à haut risque pour ce type de traitement. Il faudra avoir des garanties de la part du fournisseur pour s'assurer que les réponses fournies sont qualitatives avec peut-être des statistiques peut-être à demander. Quant à au risque, en fait, et l'autre risque qu'on a, c'est la façon dont le système est interrogé, c'est-à-dire les fameux prompts qu'on utilise ou la façon dont le système a Mmh, été mmh. paramétré et qui peut entraîner des réponses plus ou moins pertinentes. C'est pour ça que le RIA prévoit bien une obligation de vérification toujours humaine, d'avoir toujours cet Mmh. humain dans la boucle, ce human in the loop, pour que le système ne soit pas complètement livré à lui-même. Ce n'est qu'un système statistique. Alors justement, ça me donne une excellente transition vis-à-vis de la prochaine question de Frédéric, en- qui est une dame, et qui dit comment considérer qu'un outil de filtrage des candidatures ne comporte pas de biais algorithmique quand il a été entraîné sur un corpus de données historiques dans lequel nécessairement les profils de femmes, de minorités, de sous-catégories n'ont pas été notoirement exploités correctement. Eh bien, c'est une bonne question. C'est là où je pense qu'il est important, avec son fournisseur de SIA, de s'assurer de l'entraînement permanent, de vérification des résultats, de façon à ce que pour certains profils, il n'y ait pas des résultats qui soient incohérents, parce que basés sur un historique qui n'est pas qui n'est plus pertinent aujourd'hui. L'historique, l'exemple concret qu'on donne habituellement, c'est la Oui, rémunération des femmes qui est plus faible, oui. car le système d'IA se dit, bon, bah, très bien, les femmes ne veulent pas être trop rémunérées apparemment, puisqu'elles sont moins rémunérées que les hommes d'un point de vue statistique, Mhm. et ça en fait un biais. Bon, c'est un biais qui est bien connu, mais ces biais normalement sont corrigés maintenant. Dans le comité de direction également, par Exactement. exemple. Voilà. Alors, Benjamin nous dit, existe-t-il des organismes de contrôle des fournisseurs sur le devenir de nos données? Alors, non, il n'y a pas d'organisme de contrôle sur le devenir des données. Ça, ça va être une obligation très RGPD. Donc, ça va être le responsable de traitement qui va devoir s'assurer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les données qui sont utilisées à des fins qui sont mises à disposition d'un prestataire ne sont pas réutilisées ou ne sont pas conservées. Et ça, c'est du paramétrage à prévoir et à négocier dans le cadre du choix de la solution de système d'IA.
Alors, on a Louis qui nous dit, existe-t-il une pratique, une règle internationale qui couvrirait ou qui pourrait couvrir les filiales internationales d'un groupe français dans l'utilisation d'une solution, par exemple, de talent management au niveau international? Non, pas que je sache, il y a pas de en tout cas d'un point de vue monde, le RIA est la seule réglementation horizontale. Donc si on est sur un traitement de données à l'international, c'est plus par des règles internes, de charte d'utilisation des données en interne, avec des règles du jeu, un peu comme des binding corporate rules en fait qu'on mettrait en place au sein de l'entreprise, qui viendraient, donner une éthique dans l'utilisation des données et qui en ferait un corpus monde. Il n'y a pas d'obligation de déployer ces principes dans Bien. d'autres pays que ceux de l'Europe. Bon, merci à chaque fois d'être très concrète et précise sur les questions, parce que alors j'ai effectivement Sabine qui nous dit quel est le lien du risque entre SIA, RH et RPS. Alors entre le système d'intelligence artificielle pour les RH et puis les risques psychosociaux. Ah, alors les risques psychosociaux, par principe, une techno qui est introduite, alors je suis pas une spécialiste du droit du travail, hein, donc mais de ce que je sais du code du travail, par principe, l'intégration d'une technologie dans une entreprise peut présenter un risque psychosocial, pour le salarié. Car il peut être angoissé, par l'arrivée d'une nouvelle techno. Même si elle n'a pas vocation à le monitorer ou à le surveiller rien que le fait d'avoir une peur de perte d'emploi peut présenter un risque psychosocial. Donc c'est pour ça que le Code du travail, récemment, a introduit cette obligation de consulter, les instances représentatives du personnel pour quelques solutions techno qui est introduite nouvelle dans le cadre de l'entreprise. Alors, j'essaie de choisir le best-of. Alors là, tu as 1 minute pour répondre à ce qu'on pourrait mettre 2 heures, qui est une question de Pierry qui nous dit, l'humain ne va-t-il pas être très vite dépassé par les systèmes d'intelligence artificielle? Normalement, l'humain va être augmenté par les systèmes d'intelligence artificielle. Il ne va pas être remplacé. Une IA n'a rien d'intelligent. On ne l'a pas dit au début, mais le terme intelligence, il faut le prendre au sens anglais du terme, c'est-à-dire information, intelligence. Ce n'est qu'un système statistique. Ce système statistique va dégager des tâches les plus répétitives, les plus administratives. Donc pour l'instant, on est à l'ère des IA faibles, hein, qui sont absolument pas multitâches, qui vont être performantes sur une tâche déterminée, très performante. Hein. Ça, si vous essayez de battre une IA au jeu de Go ou aux échecs ou à Jeopardy, vous n'y arriverez pas. Elle sera plus performante. En revanche, je pense qu'il y a un enjeu de formation et d'intégration de ces solutions dans son quotidien, de façon à être dégager des tâches répétitives un petit peu, voilà, sans valeur ajoutée, pour être plus performant et avoir plus de temps sur les tâches sur lesquelles les IA n'ont pas de valeur. Notre créativité, en fait, et notre capacité. Tu nous as mis 2 heures en 1 minute. Voilà, c'est bien, bravo. Alors, on a une question de Jérôme qui nous dit, il a bien vu qu'effectivement, tout système d'intelligence artificielle doit être validé ou passé en infoconsulte auprès des IRP. Quel est le vrai rôle des IRP là-dessus? Est-ce que c'est un rôle de consultation ou est-ce qu'elles ont un pouvoir d'arrêter le projet? Comment ça se passe? Là, je suis en limite de compétence parce que je ne suis pas une spécialiste du droit du travail. Je ne crois pas, de ce que j'ai vu dans les dossiers que j'ai pu traiter, les IRP n'ont pas de pouvoir de blocage. Ils peuvent donner un avis qui ne sera pas favorable, ce qui peut créer on va dire, un climat d'inquiétude au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas souhaitable pour l'employeur, qui certainement aura intérêt à engager une négociation pour assurer et certainement de la formation pour expliquer. Mais si je dis une bêtise, je suis désolée pour les spécialistes du droit du travail, mais je ne crois pas qu'il y ait de capacité de blocage. Alors, Richard nous demande quel niveau de risque, lorsque ChatGPT ou un autre système équivalent est utilisé pour analyser et trier, avec des guillemets, mais met-il des CV entrants?
Alors, le premier risque qu'on a, ChatGPT, donc c'est un système qui est accessible, qui n'est pas intégré à l'entreprise, hein, c'est ouvert au public. Donc le premier risque qu'on a, c'est si on utilise un ChatGPT gratuit, c'est que toutes les données soient réutilisées. Il y a un premier risque en termes de confidentialité. Si c'était un ChatGPT payant, il faut l'avoir paramétré de façon à obliger normalement la solution à ne pas réutiliser les CV qui ont été intégrés à des fins d'analyse. Ça, c'est un premier risque. Le premier risque, c'est que le prompt, en tout cas l'interrogation qui a été faite de la solution, ne soit pas bien formulée. Donc, il y ait des CV qui soient exclus sans justification. Le troisième risque, il est vis-à-vis du candidat. On a dit, c'est un traitement, si c'est un traitement qui est fait de façon automatisée, il est soumis à consentement de la personne concernée et information et capacité de revoir la décision d'un point de vue humain. Et le dernier risque, je pense, c'est des biais, parce que je ne sais pas comment ChatGPT a été entraîné. C'est un système statistique très large, à usage très général. Je ne sais pas comment un entraînement serait fait et quel type de réponse on pourrait obtenir en fonction des questions qui seraient posées. Alors, on continue avec Valérie qui nous dit contractuellement, la simple mention du respect des règles du RIA suffit-il avec le fournisseur ou doit-on faire mentionner le détail des différentes règles? Je ne crois pas qu'il faille mentionner les différentes règles, c'est le droit, il s'applique aux fournisseurs. Ce qui est important de revoir dans les contrats avec les fournisseurs, ce sont les garanties qui sont données, c'est-à-dire d'aller au-delà du contractuel. En clair, le fournisseur va prendre sa part de responsabilité sur le respect des obligations au regard du règlement européen, c'est-à-dire le marquage CE et toutes les obligations de transparence, de vérification, de validité des résultats. En revanche, ce que je recommanderais de faire d'un point de vue contractuel, c'est d'obtenir des garanties quant à la qualité des résultats et de l'entraînement qui est fourni, et de prévoir peut-être tous les ans un peu un engagement de la part du fournisseur que le système est toujours en ligne avec les normes applicables au niveau. Voilà, c'est ça exactement. À tous les niveaux en fait, hein, de qualité, de sécurité, de validité des résultats, etc. Alors, on a deux dernières questions et il nous reste 1 minute 30. Donc, et la dernière, je pense que là, on est dans la philo. Donc là, ça va être plus rapide. Donc, Jean nous dit, l'obligation de transparence va-t-elle rendre obligatoire l'information faite aux candidats que le pré-tri de leur candidature est réalisé par une IA? Voilà, au moins, c'est rapide. Alors, la dernière, Wilfried nous dit, jusqu'où les RH doivent-ils déléguer la décision à l'IA sans trahir leur rôle profondément humain? Voilà, tu as 1 minute 30 pour nous faire une réponse. Le RH a un rôle essentiel dans la gestion des candidats et des salariés. Il ne sera jamais, je pense, remplacé par une IA, par un système d'IA. Ne serait-ce que ce que ne sera jamais capable de faire, je pense, une IA, c'est d'identifier toute la beauté de candidatures qui sont justement un peu en marge de celles qu'on trouve habituellement. Et c'est là où je pense que le responsable RH a une valeur ajoutée, c'est d'identifier des talents qui ne sont pas classiques. Et ça, par nature, on l'a dit, comme un système d'IA est statistique, il va proposer des profils qui sont très classiques au regard d'un poste. Et au contraire, je pense que c'est là où l'humain a toute sa place à jouer pour venir finalement contrebalancer ce qui serait considéré comme très classique. Bon. Il est 9h30. Je suis désolé je pense qu'on a essayé de balayer bon nombre de questions. Donc, néanmoins, on n'a pas pu toutes les poser. On a un temps limité. Je voudrais respecter les agendas. Donc, je voudrais remercier Élise
de son intervention aujourd'hui, avocate spécialisée en droit de l'intelligence artificielle, la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies au sein du cabinet Stephenson et Harwood, boulevard des Capucines. Voilà. Et je vous remercie d'avoir assisté avec nous. Donc, Valtus, leader européen du management de transition. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.